Bienvenue sur le podcast du feedback. Aujourd'hui, masterclass DCG, une spéciale avec quelqu'un qui a des notes incroyables au DCG. Je reçois Emilien. Salut Emilien. Salut, merci de me recevoir. Avec plaisir Emilien. Emilien, on va rentrer dans le dur direct. Dis-nous comment on fait pour sortir 18, par exemple en management, pour sortir des notes de bête, vraiment, en DCG. Je pense que on va parler, je pense que je vais déjà parler du management précisément. Je pense que c'est la matière à ne vraiment pas négliger. C'est celle où est-ce que, en apprenant, c'est comme l'économie, en apprenant, on a forcément une bonne note parce qu'on se détache de tout un lot de personnes qui n'apprennent pas forcément. Et on peut, avec énormément de connaissances, énormément de maîtrise, de concepts et tout, on peut sortir une excellente note dans cette matière. Ok, donc ce que tu expliques, c'est parce qu'en fait les autres la négligent, Mm. que toi, parce que tu ne l'as pas négligé, que tu l'as travaillé sérieusement, en fait, ça fait une différence entre les copies. C'est ça, Et ça pousse ta note vers le haut. c'est ça. Ça me paraît très stratégique et très intéressant comme analyse, effectivement. Mm. Très bien retenu. Alors, tu as dit quand même qu'il fallait beaucoup travailler. Enfin, c'est ce que tu disais. C'est ça. Comment tu as travaillé, toi, cette épreuve-là, cette UE-là? Alors pour le management, c'était une affaire de toute l'année. Toute l'année, dès qu'il y avait des DST, je révisais l'entièreté de tout ce qu'il y avait à réviser, même si c'était pas forcément au programme du DST. À côté, j'ai essayé de lier des concepts entre eux pour avoir une vision plus globale de chaque chapitre et pas d'un chapitre séparément de l'autre, mais vraiment d'une logique qu'il y a entre tous les chapitres. Et puis après, ça a été énormément de révision personnelle et de questions à poser au professeur. Ok, très bien. Alors, donc, tu as eu une très belle note en mana, Mhm. mais est-ce qu'on peut dire que tu en as eu d'autres ailleurs? J'ai aussi, alors du coup, c'était toute cette année, j'ai réussi à performer dans toutes les épreuves écrites, du coup en contrôle de gestion et en droit social. Ok, alors raconte-nous le contrôle de gestion. Le contrôle de gestion, ça a été la plus dure parce que, en fait, pendant 2 3 mois, j'étais dans le flou. J'arrivais pas à avoir cette fibre de la matière, j'arrivais pas à la comprendre. Et puis ça a été pareil qu'en management, j'ai révisé régulièrement pour tous les DST, tous les programmes. Et puis en fait, même si certaines choses, même aujourd'hui, je les ai toujours pas compris, bah je fais avec, j'essaye de faire en sorte de comprendre pour que ça fonctionne. Ok, comment on gère ça? Par exemple, parce que t'as pas baissé les bras, Mhm. tu as dit que tu avais continué alors qu'en fait tu comprenais pas la logique, tu savais pas trop où on allait. Comment est-ce qu'on fait pour justement ne pas baisser les bras, pour que les idées négatives ne l'emportent pas sur le positif qu'on a en soi? C'est assez compliqué. En fait, j'ai ressenti ça sur les 2 années dans plusieurs matières. Et en première année, j'allais lâcher, mais en fait, c'est vraiment un déclic. C'est quand, en fait, pendant un mois, quand on parle d'une matière nouvelle, on n'a pas on comprend pas forcément. Mais en fait, après 4 mois, quand on parle toujours de cette matière, qu'on voit de nouvelles notions, qu'on comprend, et ben en fait, on se dit, je vais me pencher sur les anciennes que j'avais pas compris à l'époque. Et puis en fait, avec les connaissances qu'on a eues après sur d'autres notions, bah en fait, celles-là, on les maîtrise. C'est plus D'accord. simple. Ok. Donc ce que tu dis à ceux qui sont en troisième année de DCG, même autrement d'ailleurs, dès que tu as une difficulté, tu continues quand même à avancer sur l'UE et ensuite tu reviens parce qu'avec ce que tu as acquis ou que tu maîtrises mieux après, ça te permet d'apporter un éclairage nouveau et de mieux comprendre les notions de début d'année. C'est ça. Ok. Donc, et surtout, on ne lâche rien. C'est ça. Ok. L'autre UE de troisième année, c'est droit social. Mhm. Là, je pense que tu t'es amusé. Ah oui, Parce que ça, je pense que c'est une UE qui t'a beaucoup plu. effectivement. Est-ce que tu peux nous parler de cette UE de droit social? Alors, le droit social, c'est celle que j'ai le plus appréciée et paradoxalement la plus compliquée. Parce que, en fait, fondamentaux au droit et droit des sociétés, c'est des choses qui ne changent pas trop, qui sont, on va dire, si tu comprends toute une société avec toutes ses règles, tu vas comprendre toutes les autres sociétés, mais avec des choses différentes. Et c'est un peu pareil aux fondamentaux au droit. Droit social, chaque chapitre est différent. C'est vraiment des nouvelles notions à chaque chapitre et il y a des exceptions aux exceptions, ça part dans tous les sens et il faut vraiment, moi ce qui m'a sauvé pour le droit social,
c'est ce que je faisais dans les autres matières juridiques, c'est que je me raconte une histoire. Je commence d'un point A et je finis à un point B. Et toute cette histoire-là, je la maîtrise. Et le plus souvent, c'est pas un chapitre. C'est vraiment, je mélange tous les chapitres pour avoir une seule histoire complète, peut-être deux ou trois, mais vraiment une histoire avec, par exemple, les personnages principaux de mon histoire, c'est des notions. Les choses qui traversent, ça va être des chiffres clés. Et en fait, ça va être vraiment cette histoire-là qui, quand on la revoit au fur et à mesure dans l'année, bah, on peut se la raconter. On peut la raconter. Ok, très clair, très clair. Donc là, ta troisième année, t'as sorti quoi comme note en fait? Du coup, en management, j'ai eu 18. En contrôle de gestion, j'ai eu une petite surprise avec 15,5. Super, Et en droit social, j'ai eu 15. super. Ça fait franchement de très belles notes en troisième année. On va remonter le temps, du coup, on va passer à ta deuxième année. On dit que la deuxième année de DCG, c'est l'année la plus difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très techniques. Déjà là-dessus, est-ce que tu es d'accord? Ah, c'est pas un mythe, c'est vraiment la plus compliquée. Ok. Est-ce que tu peux nous donner tes notes de deuxième année? Tu t'en souviens? Alors, c'est un petit peu lointain. Il me semble qu'en économie, j'ai eu 15,5. En droit des sociétés, j'ai eu 15. En finance, j'ai eu 10. Ensuite, il y avait Compta pro. compta pro, j'ai eu 14. Et en fiscalité, compta Ouais. pro, j'ai eu 13 et fiscalité 14. Ouais, donc en fait, bonne deuxième année aussi. C'est ça. Est-ce que les raisons de ton succès de deuxième année, c'est les mêmes que la troisième année ou est-ce qu'entre tu as fait différent parce que les yeux sont quand même très Mm. différentes de celles de troisième année. Est-ce que du coup tu as fait la même chose ou est-ce que tu t'es pris autrement? Pas du tout. En fait, ma méthode de troisième année, je l'ai adaptée par rapport à ce que j'avais fait avant, mais c'est très différent. Ok, Pour le droit, donc j'ai fait la même chose, la petite histoire à raconter. Pour l'économie, en fait, j'ai un peu une fibre naturelle. J'apprécie énormément l'économie, donc j'étais passionné par le cours. Donc ça aide énormément. Et puis après, pour la compta, la finance et la fiscalité, en fait, comme c'est des yeux où est-ce que, pareil, je comprenais rien pendant 3 mois, c'est là où est-ce que j'ai le plus bossé et que j'ai essayé de ne rien lâcher pour essayer de comprendre. ok. Donc on peut dire que tu es quelqu'un de persévérant, de déterminé. Oui. Ok, ça c'est très bien. Comment est-ce que, à ton avis, on est comme ça? Qu'est-ce qui fait que tu es comme ça? Est-ce que c'est quelque chose de... Tu as toujours été comme ça ou est-ce que tu as appris à être comme ça? Honnêtement, j'ai appris à être comme ça. D'accord. C'est la première année, alors c'était en première année, c'était en SIG et en comptabilité. Je viens d'un bac histoire, donc c'est très, on va dire, très théorique, il n'y a pas forcément de logique derrière, c'est plus de l'apprentissage. Là, SIG et comptabilité, c'était vraiment une logique qu'il y avait derrière à comprendre. Et vraiment, pendant la moitié de l'année, je comprenais rien du tout. J'avais énormément de mal. Et c'est d'un coup, naturellement, ça s'est débloqué. Et je me suis dit, c'est cool de faire ça. Parce que du coup, je lâchais pas. Et c'est parce que ça m'énervait d'avoir des mauvaises notes. Et puis je me suis dit, c'est cool de faire ça. Si ça arrive à nouveau, bah je sais comment faire du coup. D'accord. Donc là, mais à un moment donné, comment est-ce qu'on fait pour aussi pour comprendre? Parce que moi, je me souviens quand j'étais étudiante, hein, j'ai eu des cours de compta, j'ai rien compris à la compta, mais alors rien du tout. Et après, je me suis dit, ah, vas-y, je comprends rien, c'est pas grave, je vais compenser, donc j'ai travaillé d'autres choses. Toi, c'est pas ce que tu fais. Mhm. Comment est-ce qu'on fait pour comprendre? Tu vois, il y a des choses comme ça, je comprends pas. Comment tu as fait pour travailler pour qu'à un moment donné, que des notions qui n'avaient aucun sens, qui faisaient quoi à rien, tout d'un coup, aient du sens pour toi? C'était compliqué. Je vais prendre l'exemple de la fiscalité. Du coup, j'avais deux professeurs, donc deux programmes distincts. Il y avait, en début d'année, c'était sur la TVA et de l'autre côté, c'était sur l'IR. L'IR, j'arrivais pas du tout à comprendre. C'était quelque chose que je ne comprenais pas du tout. Et en fait, avec du coup, quand on a terminé la TVA avec un des professeurs, on est passé sur l'IR, mais du coup, c'était pour les BIC et l'autre, c'était pour tout. Et en fait, en voyant tout l'IR, sauf les BIC, bah, j'ai compris. Et puis après, je me suis repenché sur l'IR BIC que je n'avais pas du tout compris. Puis je me suis dit, finalement, c'est pas dur. C'est pareil, presque pareil, il y a des spécificités. Mais au final, c'est pas dur. Et je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas. Donc en fait, tu as continué à avancer, mais il faut à un moment donné que tu comprennes quelque chose pour te permettre de comprendre quelque chose d'avant, en C'est fait. ça. Ok.
Et a priori, ça marche parce que tu l'as fait, donc si je comprends bien, en droit fiscal, Mhm, en mana, en mhm. contrôle de gestion. Oui, Donc a priori, cette technique, elle marche pas seulement sur certaines UE, elle marche sur toutes les UE. c'est ça. Ok, très bien. Tu disais que donc en deuxième année, tu as d'excellentes notes aussi, parce que je pense qu'on peut dire que c'est, enfin, ou de très bonnes notes, voilà. Mhm. En première année aussi, où ça a été plus compliqué la première année que les autres années. Ça a été extrêmement compliqué parce que du coup, aux épreuves, j'ai eu environ 11 à chaque épreuve. Donc du coup, là, ça a été plutôt très dur. Et en fait, ça a été... C'est le résultat de l'année. En fait, au début de l'année, pendant la moitié de l'année, je n'ai pas compris. La deuxième moitié, j'ai tout compris et j'arrivais à tout comprendre. J'étais sur un nuage. Et puis en fait, aux épreuves, je me suis dit, bah c'est bon, je comprends tout. Puis bah au final, en fait, non, pas totalement. Pas tant que ça. C'est ça. Et j'ai eu des mauvaises surprises. Ok. Tu pensais que tu aurais de meilleures notes en première année. C'est ça. Ok. Comment tu expliques que tes notes n'aient pas été à la hauteur de ton auto-évaluation? Je pense que le facteur principal, c'est vraiment les DST. J'ai fait un DCG blanc du coup en fin d'année, donc juste avant les épreuves, avec tout le programme, pour lequel j'ai eu 19 en SIG et 18 en droit. Et en fait, je me suis dit que je connaissais tout. Mais sauf que bah, un sujet, c'est souvent 15 questions, et ce n'est pas tout le programme. Et à l'épreuve, ce qui est tombé, je le maîtrisais pas assez. Je me suis dit que c'était bon, je maîtrisais tout, mais non. Et du coup, ça m'a pris par surprise. Ok. Donc là, est-ce que tu peux dire que tu as peut-être ex- comment dire, un excès de confiance? Honnêtement, oui. Ok. Pourtant, la confiance, c'est important. Moi, je trouve que quand on n'a pas assez confiance, eh bien, ça réduit nos capacités à réussir. Je trouve que la confiance est un gros facteur de la réussite. Mais du coup, il ne faut pas confondre effectivement confiance et orgueil, peut-être. Mm. Et je pense qu'il faut travailler la confiance. Et avoir un excès de confiance, comment on sait quand on a, entre guillemets, la juste confiance? Et pas tomber dans l'excès de confiance. C'est quoi l'excès de confiance pour toi? Pour moi, cette confiance, c'est vraiment quand on te pose une question, tu te dis, bah c'est bon, je la connais. Et avoir la juste confiance, je la ressentais surtout dans les matières juridiques, c'est on me pose une question, je peux y répondre, je peux argumenter, et je peux même anticiper la suite. Je peux dire ce qui se passerait ensuite. Et je sais qu'en SIG, on me parlait d'une notion, je prenais peut-être 10 secondes avant de dire, je le disais, mais j'étais perdu dans le cours, je savais pas où c'était. Et puis bah je connaissais mon cours, mais pas spécialement, c'était étonnant. D'accord, ok. Tu parles de connaître son cours. Comment on fait pour apprendre en DCG? Parce qu'en DCG, il y a beaucoup, notamment en deuxième année, il y a beaucoup d'apprentissage. Souvent, c'est des choses qu'on ne peut pas inventer. Mhm. Donc, il faut vraiment passer par la case apprendre. Comment tu fais pour apprendre, ou quels conseils tu pourrais donner aux étudiants qui ont fait leur rentrée là, pour eh bien, commencer tout de suite et apprendre tout de suite, sans perdre de temps? Je pense que le mieux pour apprendre, c'est déjà de séparer les yeux. Elles sont toutes différentes, elles ont tout un mécanisme différent. Il faut pas faire pareil sur chaque yeux. Moi, ce que je conseillerais, c'est les matières juridiques dès le début. On apprend par cœur. Même si on ne comprend pas forcément pourquoi on fait ça, on apprend par cœur. Après, ça viendra forcément en posant des questions, en voyant avec les autres, en ayant des DST sur ce sujet-là. Donc les matières juridiques, c'est vraiment apprendre par cœur. C'est également pareil pour le management et l'économie. C'est même si ce sont les plus lourdes, il faut le faire. Et ensuite, il y a d'autres matières qui sont plus sur la connaissance de la matière. Par exemple, la comptabilité, il ne faut pas apprendre par cœur bêtement. Il faut comprendre ce qu'on fait. Et c'est pareil pour le contrôle de gestion, c'est pareil pour la finance, c'est pareil pour la fiscalité. Même si c'est une matière plutôt juridique, en fait, il faut comprendre ce qu'on fait. Et même pas forcément apprendre, c'est après qu'on va apprendre. C'est d'abord on comprend et après on apprend. Et l'autre, c'est plus l'inverse. D'accord, ok. Est-ce que il y en a pour apprendre, ils font des fiches? Est-ce que toi, tu as fait des fiches? Alors j'ai fait aucune fiche dans aucune matière. Je trouve que personnellement, les fiches, c'est juste une réduction du cours. Et j'ai du mal à apprendre un cours réduit. Je préfère travailler directement sur le cours en entier,
même si c'est plus lourd, même si ça me prend plus de temps, en fait, au final, je vais gagner du temps sur la durée, puisque mon cours, je vais le connaître par cœur en mars, et les 2 derniers mois avant les épreuves, ce sera juste de la révision. Ok. À partir de quelle date conseilles-tu à un candidat de DCG de commencer à travailler? Parce que là, tu as dit que Hmm. quelques mois avant l'épreuve, tu révises en fait, donc tu as tout fait déjà. Mhm. Et tu es dans le mode entretien de ce que j'ai appris, de ce que j'ai, sur quoi je me suis entraînée. Mais comment, à partir de quand il faut vraiment s'y mettre? Ah, c'est compliqué. Pour les matières juridiques, dès le premier jour. Pour les autres, peut-être se laisser un mois pour découvrir, pour essayer de se faire, pas forcément des matières, mais de ce qu'il y a autour, de l'école, de l'environnement, des professeurs, des camarades. Et puis après, c'est au-delà d'un mois, c'est on bosse. C'est ni trop tard ni trop tôt. C'est le moment parfait pour moi. Ok, très clair, très très clair. Enfin, j'espère que ce sera très clair pour tout le monde. J'espère. Donc là, on a balayé les épreuves écrites. Est-ce que toi, tu veux rajouter quelque chose sur les épreuves écrites, un dernier conseil auquel tu penserais et dont on n'a pas parlé? Non, il n'y en a aucun qui me vient. Ok. Il y a une autre épreuve au DCG, c'est donc le rapport de stage, donc l'épreuve de communication professionnelle. Mhm, Donc tu l'as passé bah, il n'y a pas si longtemps que ça. c'est ça. Donc deux parties, un écrit, un oral. Déjà, est-ce que tu peux nous faire un retour sur l'écrit et les conseils que toi tu donnerais pour faire cet écrit sans que ça te bouffe trop sur ton année? C'est compliqué. C'est la plus dure de toutes les épreuves. Même s'il n'y a pas de programme, même s'il n'y a pas de course, c'est la plus longue, la plus dure. Elle prend énormément la tête. Le seul conseil que je pourrais donner, c'est de pas commencer en troisième année. C'est déjà trop tard. Ok, C'est largement trop tard. Il faut commencer. Les professeurs nous conseillaient de plutôt commencer uniquement la première partie, du coup en première année, et de se concentrer sur la deuxième partie en deuxième année. Mais honnêtement, de l'avoir fini presque quand on est à la moitié de la deuxième année, en tout cas de l'avoir bien entretenu, et puis après le deuxième stage, ne rien lâcher, ne, limite, il n'y a pas de vacances entre la deuxième et la troisième année. C'est rapport de stage. Pendant 3 mois, on est obligé de faire le rapport de stage, même 2 mois, parce qu'en fait, la troisième année, il y a toutes les nouvelles épreuves qui arrivent, et puis février, c'est très tôt, ça arrive très ouais, vite. c'est vrai. Donc toi, ça veut dire que quand tu es arrivé en septembre donc, de l'année dernière, enfin donc Mhm. la précédente rentrée, ton rapport de stage était fini, à peu près. Alors c'était, on va dire, le premier jet qui était fini. Puis après, il a fallu l'ajuster. En fait, c'est pour ça, il faut pas s'y mettre trop tard parce que il y a tellement d'ajustements à faire qu'au final, même si on l'a fini pour le premier jet en octobre, en fait, on a encore énormément de boulot à faire. Ok, je comprends. Ok. Donc tout ça pour pouvoir ne pas non plus être trop pris dans la masse de travail qu'il va y avoir à faire si on ne fait pas ce pré-travail en fait. C'est ça. Ce travail en amont. Ok. À combien d'heures à peu près tu estimes ce travail de rédaction? Oula, alors j'ai pas calculé, mais facilement j'ai ressenti autant qu'une UE normale. En fait, c'était vraiment, j'ai passé facilement plus de 72 heures dessus. Et je pense que même je vois Tu verrais bien la très. centaine d'heures, non? Ouais, je pense que c'est monté très haut. Parce que en fait, c'est toujours, je le rédige à chaque fois. Ouais, t'améliores, tu insères des figures, tu refais ta table, C'est ça. etc. Tu refais de la mise en page, tu rajoutes une image. Mhm. Ouais, je comprends, je comprends. Est-ce que tu as utilisé l'IA pour faire ça? Alors, pas du tout. Ok, J'ai vraiment fait le rapport de stage de A à Z par moi-même. ok. Pourquoi t'as pas utilisé l'IA? C'était quoi qu'est-ce qui t'a retenu? Un, bon, aucun intérêt, je peux le faire tout seul. Deux, j'ai pas envie de me faire choper par le jury. Trois, le temps que je m'y mette, c'est compliqué, je vois pas tellement le bénéfice. Bah, le premier argument, c'est que je suis assez éloigné de l'IA. Je l'utilise pas du tout au quotidien, enfin, voire très peu. Et en fait, c'est surtout que d'autres avant moi l'ont fait Ok, sans l'IA. Donc pourquoi est-ce que je m'embêterais à faire avec l'IA, sachant que ce n'est pas non plus parfait. Il faut revoir derrière. oui. Et puis bah, au final, il n'y a pas cette touche de je la connais. Et puis surtout, ça m'a aidé aussi du coup de connaître mon sujet, vu que c'est moi qui l'ai rédigé. Ça m'a aussi aidé pour l'épreuve orale. Ok, bah c'est parfait, la transition est impeccable. Passons à l'oral. Alors, cet oral, raconte-nous,
parce que tu fais partie de la première promotion, session, à passer l'oral au SIEC. Oui. Alors qu'avant on était à Rungis, là tu l'as passé au SIEC. Est-ce que tu peux nous parler de cette arrivée à la maison des examens dans Alors, ce bâtiment magnifique qu'est le SIEC? c'est un changement d'ambiance par rapport aux épreuves écrites, je m'y attendais pas du tout. Quand on arrive aux épreuves écrites, c'est un énorme entrepôt où est-ce qu'on est tous l'un à côté de l'autre. Puis bah là, en fait, c'était vraiment une salle carrée avec des tables et le jury en face à face avec toi. Donc c'était vraiment très différent. Et puis même le bâtiment était très grand, très, très imposant. Ça fait vraiment très bizarre avec l'environnement. T'as monté les 7 étages Oui, à pied. oui. Voilà, donc séance de musculation. Mhm, Voilà, et donc effectivement, donc, en fait, le siècle c'est ça, hein, c'est 7 étages. Il faut monter les 7 étages. Et là, on arrive, et donc tu vas te retrouver dans une grande salle mhm. dans laquelle il y a plusieurs jurys C'est ça. et plusieurs personnes qui vont parler en même temps que toi. Mhm. Est-ce que tu as trouvé que c'était, parce que quand je le dis aux étudiants, ils me disent «Oh, mais madame, c'est pas possible, et tout, on va entendre les autres vont m'entendre, et tout, je vais pas être à l'aise». Du coup, est-ce que quand on est dedans, même s'il y a les autres autour, est-ce qu'on est vraiment gêné par les voix qu'on entend? Alors, c'est pas des grandes voix, mais on entend quand même des voix, donc les voix des autres. Alors honnêtement, j'ai même pas entendu les gens à côté de moi. J'étais tout d'abord très stressé. Donc du coup, mes oreilles étaient bloquées sur le côté et focus sur ceux qui étaient devant moi. Et puis en fait, il y a vraiment une proximité. En fait, ils sont vraiment à une table de nous, donc on Ouais, n'a pas besoin de crier. Et ceux d'à côté ne crient pas non plus, donc en fait, on on n'entend n'entend pas rien beaucoup. du tout. Voilà, donc là-dessus, on peut dédramatiser le truc. Oui, On est plusieurs, mais en fait, on se gêne pas du tout. c'est ça. Ok, et donc on peut rester focus sur son travail. Oui. On va passer à cette orale. Est-ce que tu avais préparé un support pour faire ta présentation orale et si oui, lequel? Alors j'avais préparé un petit support Canva. Je suis pas très adepte de PowerPoint parce que en fait j'ai jamais trop utilisé. Puis je trouve que Canva c'est beaucoup plus simple. Et puis surtout juste ce que je voulais faire c'était pas une présentation scolaire carrée. J'avais envie d'agrémenter des petites figures, des petites flèches par-ci par-là et je trouvais que ça avait plus d'humain dans le support que faire vraiment quelque chose de rigide. Ok, donc tu as fait un support Canva, Canva on dit? Je Parce sais que du pas. coup, je sais pas non plus. Et ok, donc dedans, tu as mis une partie de ton, enfin, tu as pris les éléments de ton rapport de stage Oui. pour les mettre en valeur. Mhm. Ok. Et donc, ensuite commence l'entretien. Oui. Enfin, du coup, ton exposé, ta première partie. Donc là, tu as déroulé 15 minutes ou je sais pas combien de temps. Voilà, ça c'est bon, c'est ce que tu avais préparé. Mm. Et après, il y a l'entretien avec le jury. Comment ça se passe? Alors c'est assez bizarre parce que c'est différent des épreuves orales du bac. C'est en fait on te pose des questions sur ce que tu as fait, mais même au-delà de tout ce que tu as fait, c'est on te pose plein de questions. En fait, on prend ton rapport de stage, on le décortique et on te pose des questions. On prend ta présentation, on le décortique et on te pose des questions. Et c'est très... On peut vraiment avoir des questions sur absolument tout si le rapport de stage est diversifié. Et c'est très compliqué. Ok. Donc toi, tu as eu quoi comme genre de questions? Est-ce que tu te souviens à peu près le genre de questions justement et ou par exemple les questions qui t'ont tu dis waouh, comment je réponds à ça? Alors, il y a eu du coup le premier examinateur qui m'a posé des questions sur ma présentation. Donc, c'était souvent des questions. À la slide là, j'ai pas très bien compris. Est-ce que vous pouvez réexpliquer? Ou alors, mais pourquoi est-ce que vous faites ça dans cette entreprise? Et puis après, il y a eu une autre partie des questions. C'était plus dans la page, dans la page 14 de votre rapport de stage. Pourquoi est-ce que à ce moment-là, vous dites telle chose? Et puis c'est vraiment, on prend chaque page. Et s'il n'a pas compris quelque chose, il va aller à cette page-là, poser la question de pourquoi est-ce qu'on a écrit ça, et puis voilà. Et après, il va avoir une troisième partie, une dernière partie de questions. Ça va être vraiment des questions où est-ce que il a pas, il a la réponse, mais il veut voir si nous on l'a. Ça va être vraiment des connaissances. À la page 17, vous avez écrit telle règle, pourquoi? Et puis il va falloir argumenter de pourquoi cette règle existe dans le rapport de stage.
Ok, donc pourquoi elle est connectée à ce que tu abordes, pourquoi tu l'as mise, Mm. qu'est-ce qu'elle justifie, qu'est-ce qu'elle illustre, etc. Donc ce que tu es en train d'expliquer, c'est que quand on rédige un rapport de stage, il faut s'attendre à des questions qui Mhm. vont venir un peu challenger ou contester peut-être des choix qui ont été faits. Et donc il faut être sûr de pourquoi on les a mis et de savoir de pouvoir les expliquer, les justifier. C'est ça. Ok, très bien. Comment tu t'es senti? Est-ce que tu étais... En fait, tu t'es dit, ok, c'est normal, c'est pro. Ou est-ce que du coup, tu as été un peu surpris, un peu sur la défensive C'était un petit peu bizarre parce que en fait les questions qu'ils posaient, je m'attendais à des questions et j'ai eu des questions plus simples, mais du coup plus dures parce que je les avais pas préparées. Ok. J'avais préparé vraiment des questions dures et je les ai pas eues. Alors, comment tu as fait pour... Tu dis c'est intéressant, ça. Comment tu as préparé tes questions? Comment tu t'y es pris pour préparer tes questions? Alors le premier truc c'est que j'ai pris tout mon thème et je l'ai mis dans ChatGPT. Ah, On donc me tu as dit utilisé l'IA. pour l'oral oui, pas pour l'écrit. Et puis c'était sors-moi les grands thèmes et pose-moi des questions. Ouais, je suis d'accord. J'aime beaucoup cette utilisation. Je la conseille aussi à mes étudiants en mémoire de DSCG. Je leur dis pour l'oral, demandez-lui. Vous voulez savoir sur quoi vous êtes interrogé? Demandez-lui. Mm, Je trouve que c'est une bonne façon de s'entraîner sur d'éventuelles questions. c'est ça. Ok. Donc, tu as fait ça. Ok. Et donc, aucune des questions n'est tombée. Pour la Mais, plupart non. mais tu t'es entraîné à répondre à des questions. C'est ça. Et c'est ça qui est important, en fait. Mm, C'est de s'entraîner, en fait, quelle que soit la question. Tu dois être capable de répondre, en fait. oui. Ok. Est-ce que tu t'es senti à l'aise avec ce jury? Tu l'as trouvé, comment dire, bienveillant, pro? Ou est-ce que tu as été parfois un petit peu décontenancé ou embarrassé, peut-être, je sais pas, par des regards, des silences? Peut-être parfois des étudiants qui m'ont dit oh, mon jury a soufflé, mon jury a levé les yeux au ciel. Est-ce que ça t'est arrivé? Alors sur les deux jurys, il y en avait un des deux qui écrivait, qui avait une feuille et qui écrivait, qui Donc il était prenait des attentif. notes. Ok, Oui, super attentif à tes propos. Donc ça c'est super bien. c'est ça. Et il était, en fait, quand il comprenait pas, il plissait un peu les yeux, mais en fait, En ça se mode voyait. Ouais, mais ça se voyait qu'il comprenait. oui, Et le deuxième, en fait, il était absent. Alors, je sais pas si c'était un rôle qui se donnait ou pas pour essayer de me déstabiliser, mais en fait, il m'a pas regardé de toute la présentation et il était assez froid dans ses questions. Il les posait vraiment froides et s'il n'avait pas la question, il essayait pas forcément de m'amener à la réponse, mais plus il la reposait. Et du coup, sans la reformuler, tu veux dire, c'est c'est ça, ça? c'était perturbant. Donc c'était perturbant, d'accord. Donc là, tu as deux membres du jury qui sont différents, en Oui. fait. Un qui plutôt est rassurant parce qu'il s'intéresse, il le manifeste à Mhm. travers une prise de notes, à travers de la communication non verbale, le fait de plisser les yeux et puis de reprendre sa prise de notes certainement, ok. Et puis un autre qui reste distant, froid, assez impassible et donc dont tu sais pas trop ce qu'il a pensé de ton travail. C'est ça. Donc tu sors de là, tu sais pas. Ah, je sais pas du tout. Et ça donne quoi? Ça a donné 11 au résultat. Ok. Et comment dire, comment tu vis le 11? Alors le 11, honnêtement, je m'attendais pas à grand-chose de cette épreuve. Je sais que j'ai des lacunes à l'oral et je sais que c'est une épreuve très subjective. Tu as deux jurys pour uniquement contrôler ce que tu as Ouais, ouais. et au final, il n'y a pas de cours. C'est pas un Non, cours. c'est pas un cours comme en UE3, en UE7, en UE2, en Mm. UE4, effectivement. C'est ton travail qui est évalué. Bien sûr, tu as pu avoir un accompagnement, tu as eu un cours certainement sur la com pro, enfin le Mhm. cours, le programme, mais effectivement, tout le reste, c'est toi. Et c'est toi, en fait, avec ton travail face à un jury. C'est ça. Ouais. Et donc ça, c'est vrai que il y a, comme tu disais, un côté subjectif. Ça dépend aussi si le jury réagit, si le jury adhère. Mais tu disais quand même, toi et l'oral, c'est pas ça. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai jamais été réellement entraîné à l'oral. Et quand Tu il veux dire fallait, en général, quoi, hein. en général, même avant le Avant le DCG. DCG. En fait, dès qu'il fallait prendre la parole, je baissais la main, je levais pas la main, je me faisais discret. Et c'est vraiment en DCG où est-ce que j'ai décidé de prendre sur moi. Parce que bah, plus tard dans le boulot, Oui, il faudra parler. oui, Et c'est vraiment là que j'ai pris les devants. oui. Parce que moi, je te vois en classe, parce que tu es un de mes anciens étudiants. Mhm, Enfin, tu as toujours pris la parole, tu as toujours participé, tu as toujours. Quand j'étais en droit des sociétés, ça a été le cas. mhm. En management, ça a été le cas. Et voilà,
Bon. Mais effectivement, on a pu noter quand il a fallu trouver une entreprise en alternance, quand tu as Mm. voilà, cet oral où en fait effectivement tu n'es pas forcément le plus à l'aise. C'est vrai, Alors, et tu n'es certainement pas le seul. je Alors pense. ça, c'est vraiment, et je pense que si une partie des personnes sont en compta dans la filière, c'est parce que justement l'oral, voilà, c'est pas le meilleur endroit, en tout cas c'est pas le moment où on est le plus confortable, et ce que je comprends, mais alors tellement, tellement, tellement. Sur ce, voilà, la vie est faite de rencontres, la vie est faite de situations de communication professionnelle, des clients, des collaborateurs, le supérieur, etc. Toi, quel est ton conseil? Là, aujourd'hui, on accueille les DCG3. Moi, je vais accueillir des jeunes, je vais les accompagner, je vais leur présenter l'épreuve. Qu'est-ce que je dois leur dire? Quels conseils je leur donne au vu de ton expérience? Je pense que le fait d'être à l'aise à l'oral, ça passe aussi dans la vie personnelle. Il ne faut pas rejeter quelque chose, même dans la vie personnelle, pas forcément qu'à l'école. Il faut pas faire des efforts qu'à l'école. Il faut aussi les faire dans la vie personnelle. Si on propose un truc très professionnel, mais qu'on vit nous de notre côté, il faut pas le refuser. Si on nous dit est-ce que tu souhaiterais prendre la parole pour dire ce que tu as fait, oui, peu importe le cadre, que ce soit professionnel, loisir, personnel, vraiment il faut être familier avec ça. C'est même en dehors de l'école. D'accord. Donc, il faut prendre la parole. Donc, quelles que soient les raisons, les endroits, les motifs, les environnements dans lesquels on prend la parole, ne pas hésiter à s'exprimer, en fait. Oui, Ok. Lors des entretiens, on a fini avec le DCG. mhm. Encore bravo pour ton succès. Merci beaucoup, Mais j'ai envie de dire, c'était écrit. Voilà, pour moi, c'était une évidence. Mais bon, ça l'est pas forcément quand on est étudiant, je le sais. c'est sûr. Voilà. Mais donc, ensuite, il y a un grand moment dans la fin de l'année de la DCG, du DCG, c'est ce qu'on va faire après le DCG. Mhm. Voilà. Donc, toi, qu'est-ce que tu as décidé de faire? J'ai décidé de m'orienter vers le DSCG Ok. au lieu du master CCA, parce que pour moi c'est logique. C'est juste une suite au diplôme. Pour moi, je n'ai pas changé de diplôme. J'ai pas changé d'études. Je suis toujours. C'est juste de nouvelles UE à apprendre. Ouais. Ok. Donc, toi, tu es dans la continuité. Oui. Ok. Donc, ce DSCG, là, en DCG, tu étais en initial. Là, tu le fais Mhm. en alternance d'initial. En alternance. Ok. Donc, tu as dû trouver une entreprise partenaire. Oui. Ok. Comment? Est-ce que ça a été facile? Ça a été très compliqué. C'était. Déjà, j'ai eu le problème de l'oral. Donc, dans la plupart de mes entretiens, l'oral a fait défaut. Et puis, il y a eu aussi du langage non verbal. Donc, au-delà de peut-être la voix qui tremble, être un petit peu timide, il y avait beaucoup de. Je restais en retrait. J'étais pas forcément à l'aise. Et puis surtout, j'étais pas du tout familier avec cet univers. Parce que, en fait, quand tu es reçu par un expert comptable, il va être en tenue très professionnelle. Et puis, il va être très froid, il va être encore dans son boulot. Et puis, bah, du coup, c'est très différent de tes camarades, des professeurs. C'est vraiment un monde à part. Ouais, je comprends. Donc là, en fait, on peut encore réinsister sur l'importance de se préparer à l'oral. Oui, L'oral de Compro et l'oral des entretiens qu'il va falloir passer pour trouver son alternance. c'est ça. Donc il faut se préparer bien en amont et s'entraîner. Alors, question que je vais te poser, est-ce que tu as utilisé l'IA pour préparer tes entretiens de recrutement? Alors, non, il me semble pas. En fait, j'ai fait un premier entretien test où est-ce que j'avais à peu près les questions. J'étais préparé parce que, par exemple, à la question présentez-vous, j'avais découpé tout en certaines parties. Je savais quoi dire, je savais comment mettre en avant, au-delà du CV, je savais comment me mettre en avant. Oui, Et puis en fait, après les questions, j'ai plus regardé des vidéos sur YouTube de questions récurrentes, comment y répondre, de comment y faire face, de pourquoi est-ce qu'on posait ces questions-là, de pas être troublé d'avoir une question assez étrange et de comprendre la signification derrière. d'accord. Donc là, vidéo YouTube, euh, introversion, il faut quand même se regarder soi-même, Mhm. se comprendre soi-même pour pouvoir bien se présenter. Euh, Est-ce que tu as eu des séances de formation sur ça? Honnêtement, aucune. C'est après le premier entretien, je me suis dit, ça, je peux faire mieux.
Et je sais comment faire mieux parce que bah, je regrette de ne pas avoir dit ça, mais du coup, je sais comment dire la prochaine fois. D'accord, ok. Et là, c'est quoi ton meilleur conseil pour tous ceux qui vont, lors de cette année, chercher donc leur première alternance? Pour moi, Alors, il y a plusieurs petits conseils. C'est premièrement de se renseigner sur l'entreprise. Et j'ai eu un petit souci avec une entreprise. En fait, elle m'a contacté moi, sans que je l'ai contacté. Du coup, en fait, je ne savais pas du tout qui c'était. Je n'avais aucune connaissance de cette entreprise. Et ils ont essayé de faire un entretien pré-téléphonique, enfin un pré-entretien téléphonique. Et en fait, à la question est-ce que vous savez qui nous sommes? Eh ben, j'ai dit non, parce que je ne savais pas du tout. Et ça a été un motif de refus dès le Ah début. oui, tu manifestes pas ton intérêt. C'est ça. Et Voilà. puis après, en autre petit conseil, c'est. Moi, ce que j'aime bien, c'est le fait de dire il faut savoir se présenter à un inconnu. Parce que un recruteur, ça va être encore pire qu'un inconnu. Donc si on sait même pas le faire à un inconnu, on saura pas du tout le faire devant un recruteur. Ok. Donc, tu as fini quand même par avoir ton alternance, Oui, ton DSCG, et là, tu as commencé l'entreprise. Ça fait donc quelques semaines, c'est ça, que tu es en entreprise? ça fait une Enfin, semaine. tu es dans un cabinet, c'est ça? Un cabinet, oui. Dans ton cabinet. Est-ce que, donc là, c'est ta première expérience professionnelle de long terme, en fait, de longue Mhm. durée? Comment ça se passe? Comment on vit ça quand on l'a jamais fait? Alors c'est différent des stages, parce que en fait les stages, on est là pour un mois. Donc on n'aura pas forcément tous les accès, on verra pas forcément tout. Par exemple, un dossier, on va peut-être voir les saisies, puis on va peut-être apercevoir la TVA, puis voilà, ce sera tout, on aura déjà fini le mois. Alors que là, c'est vraiment, on fait tout de A à Z. Donc on te montre tout, peut-être pas forcément dans le bon ordre, mais il y a tellement de connaissances à avoir. Le logiciel, on te demande pas de juste maîtriser un seul module, on te demande de maîtriser tous les modules. Et c'est. Il y a énormément de connaissances, mais du coup, en fait, c'est pas lourd parce que c'est très stimulant. Donc on est tout le temps stimulé et on a toujours envie d'un petit peu plus. Donc c'est mieux. Ok. Et c'est très différent. Oui. Et c'est aussi ça qui est sympa, c'est enfin, c'est de faire quelque chose de très différent de ce que tu as fait dans les 3 dernières années, Mhm. même si tu as eu donc 8 semaines de stage en fait. C'est ça. Ok. Est-ce que tu peux nous parler, est-ce que tu as envie de nous parler de ton cabinet? Pourquoi pas? Vas-y. Raconte-nous ce cabinet parce que c'est important, je trouve. Tu disais qu'il fallait se renseigner, je suis complètement d'accord. Mais du coup, il y a cabinet et cabinet, il y a des super Mm. cabinets, puis parfois il y aura de mauvaises expériences en cabinet. Celui-là, il a l'air sympa, il a l'air bien. En tout Mhm. cas, vas-y, raconte-nous ce qu'est pour toi ce cabinet, enfin qui il est, et pourquoi toi tu t'y sens bien. Alors moi, je m'y sens bien parce que au début, avant que je rencontre ce cabinet, je me suis dit que pour le CV, il fallait que je sois dans un Big Four. C'était soit ça, soit rien. Et puis après, en voyant un petit peu avec les entretiens, les différents entretiens, les process de recrutement, je me suis dit, ah, est-ce que ça me plaît? Puis je me suis dit, bon, c'est tant pis, c'est là, ça va être 2 ans un peu nul, et puis ce sera après que je verrai les bénéfices. Et puis j'ai fait un entretien dans ce cabinet, qui est à 30 minutes de chez moi en voiture, donc même moins, donc c'est la proximité qui joue beaucoup. Et puis en fait, quand je suis arrivé, bah, c'était très sérieux, mais en même temps, il y avait ce côté, c'est humain. Quand j'ai rencontré, il y avait un expert comptable et du coup la chargée de RH. Bah, il y avait une proximité tout de suite qui s'était faite, qu'il n'y avait pas avec les autres cabinets. Quand j'ai fait avec les Big Four, bah, c'était toujours, elle était en face de moi, elle me posait des questions, mais en fait, c'était très éloigné. Il y avait vraiment une table sans fin entre nous. Et là, c'était très proche. Les questions étaient très chaleureuses, bienveillantes. Il n'y avait pas de mauvaises réponses. La personne ne jugeait pas au regard. Elle avait un langage corporel très simple. Et en fait, bah, je me suis dit, tiens, j'ai pas ressenti ça avant. Est-ce que ce serait pas ça qui me plairait? Et puis, bah, au final, j'ai dit oui. J'ai même dit non à d'autres process de recrutement dans les Big Four parce que je me suis dit que ça allait être trop lourd et qu'au final, bah, j'avais ce qui me plaisait. Et du coup, bah, je l'ai choisi comme ça. Ok. Quel est cet environnement de travail? C'est quoi l'environnement de travail? Tu travailles sous quoi? Alors, pour l'environnement de travail, c'est vraiment, il y a un énorme open space au milieu, avec toute une table avec les apprentis. Les apprentis. Il y en a certains qui sont là depuis 2 3 ans, du coup qui connaissent globalement tout.
Et en fait, bah, c'est super parce qu'on te donne une mission et puis on t'explique comment faire. Et puis après, on te laisse y aller. Et si tu as des questions, tu demandes à l'apprenti juste à côté de toi comment tu fais ça. Puis bah, en fait, tout est bien. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas un manager. On a tout le monde qui peut nous proposer de travailler avec. Et c'est vraiment, on connaît tout le monde. En fait, Ok, on fait vite le tour. ok, d'accord. Donc ça veut dire qu'il y a très peu de hiérarchie, en tout cas tu la sens pas. C'est ça. Il y a un mode très collaboratif en fait dans le fonctionnement de ce cabinet. Oui, Ok, super. Tu veux nous donner son nom ou pas? T'es pas c'est obligé, hein, mais du coup, les cabinets où on se sent bien, je pense qu'ils méritent d'être connus en tout cas. c'est ACL Audit. ACL Audit, ok, très bien, c'est noté. Et donc, a priori, que du positif. Oui. Est-ce que tu as bénéficié de ce qu'on appelle le onboarding? Est-ce que ce cabinet t'attendait? Est-ce qu'il avait mis en place de quoi justement permettre ton intégration pour que du coup tu sois ensuite plus opérationnel et tout de suite à l'aise et bien dans ton cabinet? Alors j'ai pu y bénéficier et je sais qu'il m'avait proposé pour le mois d'août de faire une pré-rentrée dans le cabinet pour ne pas avoir à tout découvrir directement en septembre. Je pouvais avoir un mois en plus, ce que j'ai refusé pour avoir mes vacances quand même. Oui, oui, il faut profiter. Je Et suis d'accord. puis bah, en fait il y a beaucoup de trucs qui sont mis en place par le cabinet. Il me semble qu'il y a un séminaire d'une semaine, donc avec l'ensemble des établissements du cabinet. D'accord. Et puis en fait, c'est même avant que j'arrive, je connaissais personne, aucun nom, mais en fait, tout le monde me connaissait. Ok, donc Et on t'avait annoncé. c'est ça. Et c'est franchement, c'est bien. C'est sympa. Oui. En plus, c'est sympa parce que tu es attendu. Mhm. Donc voilà, donc c'est quelqu'un quand même, entre guillemets, d'important, puisqu'en fait, tu vas rentrer dans une équipe, on t'attend, et on l'annonce aux personnes qui t'attendent aussi. Donc moi, je trouve que ça fait toujours plaisir quand on nous attend. Enfin, en Oui, tout cas pour des bonnes choses, hein, parce que si on nous attend au coin du tout, non. Mais pour c'est des vrai. bonnes choses comme ça, c'est bon signe, je trouve, effectivement. J'ai suffisamment enfin, trop encore de retours où, en fait, on n'attend pas. T'arrives et, allez, vas-y, il faut que tu fasses ça. Mm. Euh, on m'a pas formé, je sais pas qui, je connais pas de rien. Vas-y, t'as 4 heures, t'as 3 heures, fais-le. Mm. T'as la journée. Ça, je trouve c'est super violent comme accueil. Alors que là, a priori, donc effectivement, on t'attend et on t'a laissé le temps C'est ça. aussi. Ok. Donc tu es content. Oui, Ok. Donc là, tu vas commencer ton DSCG parce que là, tu n'as fait que l'entreprise, t'as pas encore commencé les cours. c'est ça. Ok. T'attends quoi du DSCG, toi? Alors moi, j'ai une énorme appréhension, c'est que je l'ai fait en initial, le DCG, où est-ce que j'avais du lundi au vendredi cette logique de cours. Et là, sur 2 jours, du coup, me dire que je vais faire ce que je faisais sur 5 jours, et que en plus du fait que ce soit réduit, bah, il y a l'entreprise, et je me dis, j'ai peur de m'emmêler les pinceaux à droite à gauche, de plus savoir si c'est entreprise ou école, et puis de plus savoir où me placer. Ouais, je comprends. C'est un vrai changement. T'as raison. Alors, peur, bon, comme disait ma grand-mère, la peur n'évite pas le danger. Bon, donc ce qui fait qu'en fait, ça sert pas à grand-chose d'avoir peur. Mais je pense que effectivement, avoir peur, c'est aussi ce qui nous permet de nous préparer et de nous Mhm. protéger si jamais un risque survenait. Parce que la peur, c'est quand même ce qui permet de maintenir l'humain en vie face aux multiples dangers qu'il va rencontrer. Donc, c'est assez sain d'avoir quand même peur et de se préparer. Après, le DSCG, effectivement, c'est une autre dimension, avec beaucoup de choses, beaucoup de volume, et effectivement, il faut s'y préparer. Et je pense que déjà, si tu as conscience que ça va être autre chose, effectivement, 2 jours pour faire ce qu'on faisait avant en 5 jours, forcément, il y a un truc. Oui, Il y a un truc qu'on ne nous a pas dit. Et effectivement, ce truc, il va falloir trouver la solution au truc. C'est qu'effectivement, en 2 jours, tu vas avoir une masse de cours, une masse d'informations. Et on aura donc forcément moins le temps en cours de préparer, d'échanger, d'expliquer, parce qu'en fait, il faut avancer et faire le programme. Donc ça supposera certainement un travail personnel supplémentaire. Mais comme tu as toujours fourni un travail personnel, je ne doute pas que tu puisses fournir celui-là aussi. possible. Sûr, sûr. Je suis sûre aussi de l'issue de ce DSCG pour toi. Ouais, je pense qu'il n'y aura aucun souci. Mais effectivement, tu as raison d'être vigilant sur les efforts qu'il va falloir entreprendre pour
caser et faire rentrer ce qui rentrait on va dire en 5. On n'avait pas tout à fait 5 jours pleins, Hmm. mais parce qu'on avait quand même des après-midi libres, mais ou des demi, enfin à peu près libres. Mais là, effectivement, il n'y aura rien de libre. Oui, Donc il faut effectivement s'y préparer et bien choisir, comme tu l'as fait certainement, bien te préparer en amont, choisir de bonnes méthodes pour ne pas être à un moment donné sous l'eau. c'est vrai. Ok. Est-ce que tu vois quelque chose d'autre d'important à partager avec tous ceux qui sont en train de finir ou de commencer d'ailleurs leur DCG et même voilà avant qu'on coupe le micro? Alors moi, le dernier truc que je dirais, c'est Oui. que on fait que de dire qu'une licence, c'est compliqué. Dans le DCG, il y a du juridique. On dit que les licences de droit font partie des plus dures qu'il y a. Et en fait, je ne dirais pas que c'est simple. C'est pas simple du tout le DCG. Mais en fait, si on a les outils dès le premier jour, c'est hyper simple. C'est juste évident. Tout en découle. Et puis, quand on passe une année, quand on l'a fini, si on a réussi à garder la tête en dehors de l'eau et puis qu'on se donne à fond toute l'année, mais en fait, juste, on a un bon souvenir de l'année. Et puis, c'est assez simple au final. Eh bien voilà, donc là on est tous rassurés. Oui. Le DCG, ça peut être simple. Voilà. Question de préparation, question d'organisation, question d'état d'esprit. Et donc, du coup, et avec un niveau de qualité. Oui. Ok. Merci beaucoup pour tout ce partage, d'avoir accepté de partager tes résultats, de partager ton travail, tes doutes, tes inquiétudes. Voilà. Et donc, ça, c'est un grand moment de partage. Merci beaucoup, Emilien, pour ce temps partagé. Merci à vous. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a été utile. D'ailleurs, s'il vous a été utile, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez envie d'autres vidéos, n'hésitez pas aussi à les indiquer en commentaire. Et n'oubliez pas, suivez-moi sur TikTok, Instagram, LinkedIn. Abonnez-vous et commentez. À bientôt!